Bonjour à tous et à toutes, cet épisode il est pour les mamans et les futures mamans qui sont aussi micro-entrepreneurs. Je suis parti à la rencontre de Justine qui a eu son premier enfant récemment et avec elle on va voir justement comment ça se passe au quotidien, de la grossesse au congé maternité jusqu'à la reprise de l'activité. On va voir tout ça en détail, comment ça s'est passé exactement pour Justine avec de nombreux conseils que vous pourrez utiliser. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-entrepreneur. Aujourd'hui, j'accueille Justine. Salut Justine, Salut Romaric. t'es en forme? Ouais, carrément, je suis en forme. Alors, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, on a accueilli Justine au podcast Auto-entrepreneur il y a environ un an. À ce moment-là, on avait discuté de ton activité, de comment tu jongles entre le salariat et la micro-entreprise. Aujourd'hui, on va voir un thème totalement différent, puisqu'il y a quelque chose qui a changé pour toi. Ouais, et pas une petite chose, depuis, je suis devenue maman. Et c'était le 27 juillet dernier que j'ai donné naissance à mon premier fils. Il s'appelle Kaoli. Kaoli, c'est un nom qui a un rapport avec ton activité. Alors, mon activité, plutôt, je dirais, ma vie personnelle. Mon chéri a grandi en Polynésie, donc c'est un prénom polynésien qui signifie celui qui va dans l'océan. Et comme on est tous les deux surfeurs et kiteurs, ça faisait sens de lui donner un nom en référence avec l'eau et l'océan. Voilà. On a introduit le sujet aujourd'hui pour tous les auditeurs. On va aborder un thème qui peut parler à de nombreuses personnes, à toutes les mamans, toutes les futures mamans. Et avec toi, Justine, on va voir justement comment ça a changé ton quotidien. Avec dans un premier temps, quand tu as pris la nouvelle, comment tu as adapté ton activité, tout ce que ça a pu changer. On ira ensuite sur la période de l'événement, quand tu deviens maman, comment ça se passe au niveau du congé maternité. Et puis, on terminera par le retour à la micro-entreprise et comment tu réadaptes ton rythme de vie, ton activité. Est-ce que ça te convient? Ouais, tout à fait. Allons-y. Alors, pour commencer, quand tu as appris la nouvelle, quand tu as appris que tu allais devenir maman, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête déjà d'un point de vue perso? Bah, c'était voulu, mais au moment où on apprend que ça y est, c'est le cas, qu'il est là, c'est un chamboulement hyper positif. J'ai été super contente. La première personne à être au courant, c'était ma maman, parce que j'ai reçu les résultats du labo. J'étais dans la voiture pour rejoindre mon chéri avec ma maman à côté de moi. J'ai pas pu le garder pour moi parce que c'était vraiment énorme en flux émotionnel. Et Mm. donc, c'est hyper positif, hein. C'est énormément de joie. Et hormis le côté perso et puis l'annonce à ta maman, est-ce que tu as eu des premières pensées pour ton business ou pas du tout? Alors, effectivement, on a fait un podcast sur le fait que je suis auto-entrepreneur et salarié à la fois. C'est dissocié sur deux parties de l'année. Et là, en l'occurrence, mon cas de figure, c'était que je l'ai appris 3 jours avant de décoller pour les Caraïbes, où je partais pour un nouveau contrat salarié pour une saison, donc période hivernale en métropole. Et donc, 5 jours après, je commençais le travail pour un employeur qui ne s'attendait pas à recevoir une femme enceinte. Donc forcément, oui, bien sûr, j'y ai réfléchi. Je me dis, ouf, comment je vais lui annoncer ça? Et en même temps, c'était un contrat de 5 mois, donc je savais que sur 5 mois, bon, bah voilà, il n'y a pas de congé maternité encore à mettre en place, donc c'est plutôt facile. Mais voilà, ça se prépare un petit peu, ça s'annonce. 3 jours avant de partir, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, sans notre sage-femme, sans notre gynécologue, sans nos médecins. Donc, il faut mettre en place tout un filet de sécurité médicale dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc, voilà, ça a été ces questions-là principalement qui se sont posées pour moi. Mais voilà, je suis arrivée, j'ai trouvé très vite un cabinet médical qui m'a accompagnée. Je l'ai annoncé directement à mon employeur, qui est adorable, qui l'a super bien pris, hein. Voilà, donc mais j'étais pas dans la partie salariée, en tout cas de mon année. J'étais pas partie dans la partie indépendante, je voulais dire. J'étais plutôt dans la partie salariée. Voilà. D'accord, donc comme tu le disais, c'était les 5 premiers mois et à la fin, c'était donc ton contrat se terminait au bout de 5 mois de grossesse. 5 mois de grossesse, 5 mois et demi, du coup. Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé quand même? Il y a eu des changements quand même dans ta façon d'aborder le travail sur ces premiers mois? Alors oui, je buvais plus de café ni l'apéro à la fin du travail. Déjà. Non, non, mais mis à part ça,
Bon, bah, il faut s'adapter au niveau physiologique. La maman, dans le premier trimestre, généralement, elle est très fatiguée. Il y a ce qu'on appelle des coups de barre. C'est costaud, c'est hormonal. Donc, il faut adapter des siestes, des temps off. Donc, bah, sur les pauses déjeuner, plutôt que de prendre une grande pause pour manger, moi, je privilégiais le sommeil et je mangeais sur le retour pour retourner au travail. J'étais hyper fatiguée. Donc, dormir beaucoup. Euh, Après, adapter un peu son poste de travail. J'avais une place assise, mais pas que. Je travaillais un peu debout et assise. Moi, adapter le poste assis pour se mettre à l'aise. Forcément, moins porter des charges lourdes, faire un peu plus attention. C'est que les 3 mois, c'est un petit peu une période de fragilité. Pour être sûr que la grossesse aille jusqu'à terme, on fait un peu plus attention. On évite de s'exposer à certaines matières aussi en fonction du métier qu'on pratique. Sinon, en somme, à part ça, bon bah voilà, il y a le côté physiologique, mais pour le reste, j'ai réussi à mener ma barque, je vais dire, de manière assez fluide. Alors, pour rappel, hein, quand tu es en micro-entreprise, tu es coach sportif. Ouais. Pendant ces 5 mois, c'était quelle activité que tu réalisais en tant qu'employé? Alors, j'étais employée dans une école de kitesurf où je gérais bah, toute la partie école et la partie magasin aussi. Mais à vrai D'accord. dire, il y a eu quand même une partie auto-entrepreneuriat parce que j'organisais des week-ends yoga et kite sur la partie auto-entreprise. Donc, c'était pas la majeure partie de mon activité, mais j'en ai organisé, je crois, 5 sur les 5 mois là-bas où je donnais des cours de yoga, notamment, donc à utiliser mon corps. J'ai Mhm. pas eu besoin d'adapter quoi que ce soit ou de changer quoi que ce soit, même au moment où le ventre a commencé à être un peu plus proéminent. Étant donné aussi que je suis formée en prénatal, j'ai pu continuer à donner des cours sans problème et aussi à pratiquer mes activités comme le surf, le kitesurf, le wingfoil. J'ai Tu as passé fait une du grossesse. kitesurf aussi, jusqu'à combien de mois tu as fait du kitesurf? Euh, Je dois vraiment répondre à cette question. J'ai fait du kitesurf jusqu'à 5 mois. J'ai arrêté parce qu'à un moment donné, une médecin m'a dit qu'il valait peut-être mieux quand même mettre le haut là-dessus. Par contre, le surf, bah, jusqu'au terme, jusqu'au C'est terme. vrai. Le yoga, pareil, le yoga jusqu'au terme. Au contraire, enfin, c'est extraordinaire de pouvoir pratiquer l'activité physique qu'on connaît déjà, que son corps a l'habitude de pratiquer tout au long de sa grossesse. Ça m'a permis d'avoir une grossesse hyper épanouie et rester en forme et avoir aucune douleur nulle part. D'accord. Alors, le yoga, j'arrive totalement à le voir. Mais comment tu fais du surf jusqu'à si proche de la naissance avec le ventre qui va se coller sur la planche? C'était pas compliqué. Si, 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 il faut hyper adapter. Alors, il y a des femmes qui savent rester allongées sur leur planche jusqu'au bout, j'en connais. Moi, j'ai pas su. À un moment donné, j'avais peur quand même pour l'enfant. Donc, plutôt que d'avoir des toutes petites planches, je louais des très grandes planches en mousse très larges qui me permettaient de me mettre à genoux, les genoux un peu ouverts pour laisser passer mon bidou et ramer à genoux et D'accord. continue quand même à me mettre debout au moment où j'étais prise dans la vague et surfer naturellement, bon, voilà, avec un centre de gravité un petit peu différent, ma foi. Mais voilà, j'ai adapté, je ramais à genoux et je continuais à surfer debout. Tout est possible. Fabuleux. Bon, on voit que pour toi, ben, les mois de grossesse, hein, ça s'est passé en tout cas super bien au niveau physique. Pour revenir à la micro-entreprise, habituellement, tu as une activité indépendante pendant l'été. Et là, du coup, comme tu l'expliquais, ton enfant est né pendant l'été. Comment tu as adapté tout ça? Comment tu l'as préparé? Alors, ouais, je suis auto-entrepreneur l'été pour différentes structures associatives qui m'embauchent pour des stages sportifs, yoga, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a aussi des retraites de yoga sur lesquelles j'interviens en tant que Mhm. prestataire externe, mais il y en a d'autres que j'organise moi-même. Alors, bon, bah, effectivement, à un moment donné, il faut s'arrêter. On en parlera plus tard, mais il y a une période stricte minimum à respecter pour avoir le droit au congé maternité. Donc, j'ai quand même fait une retraite de yoga en tant que prestataire externe à 7 mois et demi de grossesse. Je D'accord? pouvais encore l'assurer, pareil, malgré ce ventre proéminent. Par contre, c'est vrai que ben, pour tout ce qui est associatif, c'est des structures qui ont besoin d'un prestataire tout l'été. Donc moi, je Mhm. pensais pouvoir à la base rentrer à 5 mois et demi de grossesse, reprendre avec eux et puis à un moment donné m'arrêter. Mais eux, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un de fiable qui serait là du début jusqu'à la fin de saison. Oui. Donc, j'ai pas pu reprendre mon activité comme je l'aurais voulu et je comprends très bien de la part de ces structures, hein, c'est stratégique et c'est très important pour l'organisation. Donc, j'ai Mhm. été obligée de m'arrêter plus tôt.
Donc, j'ai eu cette dernière retraite de yoga à 7 mois et demi, mais un peu avant et un peu après, j'ai pas réussi à trouver de travail. Personne ne pouvait me prendre Ouais. sur de aussi court terme. Donc, j'ai eu le droit à un petit peu de chômage, moi, comme je suis en salarié aussi, sur une courte période. Ensuite, j'ai déclaré ma retraite de yoga. Et ensuite, donc j'étais pas encore à 7 mois et demi, puisqu'ensuite j'ai eu le droit à ce qu'on appelle un congé pathologique. Étant donné que je ne pouvais avoir de travail à cause de mon état pathologique de grossesse, si on peut dire, Mhm. le médecin m'a fait un petit arrêt. Ça a été sur une période très courte, hein, de 2 semaines à peu près, parce que je D'accord. ne pouvais pas travailler à cause de mon état. Donc voilà, j'ai eu cet arrêt qui m'a permis de pallier au manque à gagner jusqu'au jour J de mon congé maternité. D'accord. Si t'as pas les contrats qui te permettent euh, d'assurer jusqu'à la naissance, tu peux très vite te retrouver sans activité, sans revenu. Toi, ton avantage, c'est quand même d'être aussi salarié, donc tu as le chômage qui revenait pendant cette période où tu pouvais pas avoir de clients. Mais c'est aussi très bien de le signifier parce que c'est vrai que pour certains micro-entrepreneurs, on pourrait avoir l'impression que c'est comme pour les salariés, hop, on s'arrête 2 mois avant que la naissance arrive. Et c'est pas aussi simple parce que on peut pas organiser son emploi du temps des fois en fonction de la naissance non plus. Comment t'as anticipé au niveau de la trésorerie, par exemple? J'ai pas l'impression d'avoir dû anticiper plus que d'habitude, puisque bon, voilà, on apprend qu'on est enceinte, il y a que quelques mois qui se passent, ça va très vite, hein. Donc j'ai juste continué à mettre de côté tous les mois, épargner comme je l'ai toujours fait. Donc j'avais quand même un petit peu de trésor de côté pour pallier aux aléas de la vie, hein. C'est toujours pour ça qu'on le fait. Donc Hmm. voilà, j'avais quand même un petit pécule qui faisait que j'étais pas trop dans la contrainte financière non plus. Mais effectivement, comme j'ai eu cette possibilité de combler une toute petite partie avec le chômage et une autre avec ce congé pathologique, j'ai quand même eu toujours des rentrées financières qui m'ont permis d'être sereine de ce côté-là, en tout cas. Ok. Tu expliquais, hein, tu avais prévenu certains de tes clients, donc les associations qui n'ont pas pu te travailler avec toi cet été-là. Ouais. Tu as aussi des clients particuliers avec les personnes qui suivent les cours de yoga, qui passent. Tu as aussi une retraite de yoga que tu fais chaque été. Ces personnes-là, comment tu les as prévenues? Alors d'abord, il y a eu un peu de compte-gouttes parce que toujours très tôt dans l'hiver, j'ai des clients fidèles qui me recontactent pour me demander si je retourne bien dans tel ou tel asso parce qu'ils veulent se réinscrire à des stages. Et j'en ai Hmm. d'autres qui s'inscrivent parce que je fais 2 à 3 retraites l'été de yoga 100% à mon compte, qui me demandaient quelles étaient les futures dates et libellés de mes retraites, enfin les thématiques. Et donc bah, là, je leur disais, même si c'était encore un peu tôt dans ma grossesse, je leur écrivais en personnel pour les prévenir que j'étais enceinte, qu'il y avait de très fortes chances que donc je ne sois pas disponible sur la période estivale et que je serais remplacée dans les structures où je travaille et que moi, personnellement, je n'organiserai pas de retraite. Et étant donné que le flot de messages a commencé à arriver de plus en plus, je crois que c'est à peu près vers 4 mois et demi de grossesse où là, on est sûr que la grossesse est viable, que Mhm. j'ai fait un post sur mes réseaux sociaux pour prévenir bah, un peu toute ma communauté que je ne serais pas là cette année parce que j'attendais un heureux événement. Donc voilà, ça a été hyper bien accueilli par tous mes clients. C'était très chouette, j'ai eu des très beaux messages. Ça s'est bien passé. Très bien. On va passer à la partie un peu plus pratique pour les futures mamans qui nous écoutent. Parce que, alors oui, la partie client, c'est un peu propre à chaque activité, comment ça se déroule au quotidien. Par contre, il y a une partie qui est commune à toutes les mamans, qu'elles soient en micro-entreprise ou salariées, c'est la demande du congé maternité. Tu te souviens dans l'ordre que tu as fait les démarches? Alors oui, donc j'ai fait pas mal de recherches internet. Moi, je les ai fait très 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 tôt. J'aime bien m'y prendre vachement à l'avance. Puis étant donné que j'étais loin de la métropole, j'avais besoin d'anticiper. Donc on nous demande numéro un, le plus important, c'est de faire notre déclaration de grossesse auprès de la CPAM et de la caisse d'allocation familiale, donc la CAF, avant les 3 mois révolus de la fin des 3 premiers mois de notre grossesse. Donc, avant la fin des 14 premières semaines de grossesse. Donc ça se fait tout simplement avec son médecin, sa sage-femme ou son gynécologue. Il nous l'a fait.
c'est généralement télétransmis directement à la CPM ou à la CAF. Moi, comme j'étais Mm. loin, j'ai dû tout transmettre moi-même. Mais c'est hyper facile, hein, on envoie un courrier postal, voilà. Mais sinon, pour les autres, c'est télétransmis. Donc ça, c'est le numéro un. À savoir quand même qu'il faut quand même être affilié à une caisse d'assurance maladie pour les auto-entrepreneurs qui, maintenant, d'une manière générale, ça se fait quand même auprès de la CPM pour tous. Moi, je Exact. suis quand même affiliée à la CPM. Et il faut Oui, qu'on y soit affilié depuis minimum 6 mois tout à avant la fait. date d'accouchement présumée. Voilà. Mm. Donc, il faut y être affilié, c'est hyper important. Sinon, on passe à côté quand même d'un beau cadeau. Vous êtes affilié minimum 6 mois avant la date d'accouchement. Vous faites votre déclaration de grossesse, numéro un. C'est le plus important, CPM et CAF. Ensuite, sur le site, votre compte Amélie, tout simplement, de la CPM, il y a le livre d'or pour les chefs d'entreprise comme moi. C'est que vous soyez salarié auto-entrepreneur. Je l'ai gardé, je l'ai encore. Je l'avais imprimé, ne l'imprimez pas, ça utilise beaucoup trop d'arbres. Je me suis fait avoir et en plus, je l'ai fait que sur le recto. Il y a 90 pages, je crois. Mais en tout cas, c'est vraiment la Bible. Vos démarches de prestation maternité et paternité, bien sûr. Et en fait, dessus, vous allez absolument avoir tous les documents dont vous avez besoin à présenter auprès de vos médecins qui vont remplir au fur et à mesure pour faire toutes vos démarches. C'est-à-dire, alors déjà, il y a un rappel sur vos allocations forfaitaires, les indemnités journalières, mais on y reviendra plus tard. Et ensuite, il y a un sommaire qui vous donne, c'est un sommaire tout simplement qui présente tous les imprimés, donc tous les petits cadres verts. Imprimé numéro un, ça va être votre demande de congé paternité. Et donc, vous le retrouvez derrière, vous sortez votre imprimé numéro un, vous allez chez le médecin, le moment où vous allez faire votre demande de congé maternité. Il va vous la remplir. C'est pas un certificat médical lambda. En fait, il ne le fait pas sur un bout de papier chez lui, enfin chez le médecin. C'est bien avec cet imprimé pour les chefs d'entreprise et rien d'autre. Mm. Sinon, c'est pas accepté. Je me suis fait avoir une première fois. C'est pour ça que je le précise. Donc, il remplit. Il télétransmet automatiquement à la CPM. Ça se fait bien. Moi, j'ai dû tout envoyer. C'était un peu plus chiant. Et en fait, pour tous les cas de figure qui sont un peu particuliers, il y a un imprimé qui est référent pour chacun de ces cas de figure. Il y a aussi l'imprimé numéro 2, par exemple, c'est la rectification du congé maternité. Si, par exemple, votre date d'accouchement est retardée parce que bébé reste plus longtemps au chaud, il y a un congé pour état pathologique, celui que j'ai eu, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je ne Mhm. trouvais pas d'emploi à cause de mon état pathologique de grossesse. Celui-là, je l'ai utilisé pour avoir ces 2 semaines rémunérées avant mon congé maternité. Il y a aussi le cas de figure bon, un peu moins drôle, mais le report d'une partie du congé maternité s'il y a une hospitalisation de plus de 6 semaines de l'enfant. Voilà, il y a plein de choses. Le congé paternité pour le chef d'entreprise, comme c'est le cas pour mon compagnon, c'est Mm. aussi dedans. Le report du congé post-natal en fonction de voilà des différents cas de figure De la date. d'accouchement dedans. Et c'est pareil pour l'adoption. Euh, c'est pareil pour un conjoint collaborateur. Et, Enfin, tout est dedans. C'est vraiment, vous allez sur votre compte Amélie et vous téléchargez ce qu'on appelle le carnet maternité pour les chefs d'entreprise. Voilà. Et là, vraiment, vous avez la ligne conductrice pour absolument toute la suite de la grossesse, quoi. d'accord. Pour les auditeurs bon, qui n'ont pas vu le petit livret que Justine a imprimé, on mettra aussi un lien justement vers ce livre d'or, comme tu l'appelais, pour que toutes les personnes voilà, qui le cherchent puissent le retrouver facilement. Tu parlais du congé pathologique. Justement, ça ne concerne pas tout le monde. Comment tu t'es renseigné? Est-ce que justement c'est un médecin qui t'a dit que tu pouvais l'avoir, ou est-ce que tu as d'abord dû chercher pour pouvoir le demander? Ben, en fait, il était dedans, il était dans le carnet, mais j'avais pas fait attention. En fait, congé pathologique, ça met un sens un peu lourd. Je m'étais pas rendu compte qu'en fait, Mm. c'est un droit que moi j'avais en ne Mhm. pouvant pas trouver de travail à cause de mon état de grossesse, qui en fait, c'est ça qui est considéré de pathologique. Et donc, Ouais. en fait, c'est mon médecin qui m'a demandé comment je m'en sortais financièrement. Et quand je lui ai expliqué ma situation en lui disant, bah, je m'en sors, je me suis mise au chômage parce que je trouve pas de travail, étant donné que je Mhm. suis enceinte, il m'a dit, mais ça, c'est du congé pathologique. Donc, j'ai sorti mon imprimé, il me l'a rempli et il l'a télétransmis. Et donc, j'ai eu le droit à ces 2 semaines. Et c'est pas rien, c'est intéressant. En plus, c'est pas un congé maladie classique. Donc, c'est bien Mhm. rémunéré. Et ça remplace du coup les indemnités journalières de France Travail. Oui, tout à fait. Oui, 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 voilà. Ça, en fait, ça démarre un peu comme un congé maternité. Déjà, à partir de là, on déclare à France Travail qu'on est déjà en congé pathologique, Ouais. comme si on était en arrêt maladie. Et donc, les Mm. indemnités journalières de France Travail s'arrêtent pour laisser place à celles du congé pathologique. D'accord, bah, c'est très intéressant, Justine, cet exemple. Ça pourrait servir donc, notamment aux femmes qui ont des activités comme toi, qui peuvent être saisonnières,
qui peut être physique, ou même aux personnes, bah, peut-être qui justement, c'est la grossesse en soi qui rend n'importe quelle tâche plus compliquée. Donc pensez-y au congé pathologique pour avoir 2 semaines de plus pour prendre soin de vous et de votre futur enfant. Je tiens à préciser que le congé pathologique, il y en a un de 2 semaines en amont, mais il y en a un aussi en postpartum qui est possible. En fonction de comment s'est passé l'accouchement, parfois on ne peut pas reprendre le travail tout de suite. Les chefs Mm. d'entreprise ont aussi le droit à un deuxième congé pathologique. Encore une fois, c'est 2 semaines. Et ça se fait après le congé post-natal. D'accord, tu fais très bien de le préciser. Justement, le congé maternité, on va arriver dans l'ordre chronologique au moment de la naissance, au bel événement. Et à ce moment-là, donc, débute le congé maternité. Alors pour toi, il a même débuté 4 semaines en avance. Comment tu te sens, comment tu ressens au moment où justement tu sais que là, ça y est, c'est coupé, tu vas plus travailler pendant quelques semaines? Alors, c'est un moment de flottement, mais qui est hyper appréciable. Alors, ça dépend forcément des personnes et des personnalités, parce qu'il y en a qui ont du mal à être en inactivité professionnelle. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de travailler. Moi, ça m'a fait Mm. un bien fou parce que à partir du premier jour de grossesse, il se passe quelque chose de physiologique chez la femme, d'hormonal, qui fait qu'on rentre dans la matrescence, ça s'appelle comme ça, hein, clairement. Et donc, tout, toute la psyché de la femme part pour l'enfant, part pour la grossesse. On dit que quand on est enceinte, on n'a plus de cerveau, et c'est vrai, enfin, ça dit de manière familière, mais on a du mal à se concentrer, on a du mal à mémoriser, on a du mal à gérer plein de choses en même temps, parce que on est vraiment focus sur la grossesse, sur l'enfant, et ça, c'est physiologique, c'est pas du tout contrôlé et contrôlable. Mhm. Et donc, le fait de s'arrêter, d'avoir vraiment ce temps au moment où la grossesse est à son apogée et au moment où se sent la plus lourde, et aussi, bon, bah, le dernier mois commence à être un peu difficile, il fait du bien, en fait. C'est un bon moment de flottement qui est bien accueilli. En tout cas, moi, je l'ai bien accueilli, où j'ai pris le temps de me reposer, enfin de préparer aussi bah, tout ce qu'il faut préparer autour de l'accueil d'un enfant. Ouais. Sa chambre, ses vêtements, aussi l'après, tout doucement, comment ça va se passer, et puis prendre du temps pour soi, tout simplement. Euh, ouais, voilà, c'est toute la préparation à l'accueil, et puis c'est dur à décrire, mais mentalement, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est vraiment un moment qui est privilégié pour la maman, pour se connecter. De toute façon, on peut plus avancer vite, c'est pas possible, tout Ouais. devient lent. D'ailleurs, les médecins le disent, on se demande à quoi sert le dernier mois de grossesse. On est lourde, on a de plus en plus, pardon, de mal à bouger. C'est pour ça que le Ouais. surf, pour moi, ça a été important, parce que dans ce moment de flottement, j'ai trouvé le moyen de flotter au sens littéral du terme, d'être dans l'eau. Ça m'a fait du bien, ça m'a allégé, et c'est important d'avoir ce temps vraiment. Ouais, tu le conseillerais. Alors toi, t'as un profil très sportif, hein, c'est aussi ton activité professionnelle. Euh, et justement, là, on peut faire une petite aparté. Toi, en tant que professionnel du sport, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui sont enceintes dans les derniers mois? Alors, pas que dans les derniers mois, mais pendant toute la grossesse, justement, si elles font déjà de l'activité sportive, de continuer, ne pas hésiter à adapter en s'écoutant. Alors, dans tous les cas, il faut toujours l'avis médical pour savoir s'il n'y a pas une grossesse avec un état pathologique particulier. Mm. Bien sûr, toujours avoir un avis médical, mais le sport est hyper recommandé. C'est pas, non, faut tout arrêter, on risque de perdre l'enfant, ça risque de se décrocher, il peut y avoir des anomalies. Au contraire, il a été prouvé scientifiquement que faire du sport, c'est bon pour plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tout un sujet et j'en discute beaucoup sur mes réseaux. Mais c'est très très bon, autant pour l'enfant que pour la maman, psychologiquement et physiquement. Donc maintenir une activité physique plus ou moins adaptée en fonction de votre profil toute la grossesse. À la fin, forcément, on ralentit un peu. Donc de s'écouter, si on doit ralentir, si on doit parler par rapport à ta question pour les derniers mois, si on sent que le corps et la tête a besoin de ralentir, ben de le faire. Parce que s'il y a bien un moment dans la vie où il faut ralentir, c'est bien celui-là. Parce que Eh oui. l'état de ralentissement, il est naturel. Donc voilà, continuer, bouger, c'est hyper important. Mais s'écouter, c'est la base de la grossesse, hein. Est-ce que il y a des activités justement que tu favoriserais? Alors toi, c'est le yoga. Euh, moi, enfin, de mon point de vue, j'imagine que le yoga, c'est le sport par excellence à continuer pendant une grossesse. Est-ce que il y a d'autres sports que tu conseillerais et surtout, à l'inverse, d'autres sports que tu bannirais?
Alors, si on ne fait pas trop de sport à la base, par exemple, et qu'on entre en grossesse et qu'on a envie d'installer une routine pour se faire du bien, parce qu'effectivement, il y aura des douleurs dans le corps qui vont s'installer, ça tire, ça tiraille, ça s'écarte, ça prend de la place, la grossesse. Oui, le yoga prénatal pour aider à faire de la place, pourquoi pas nager, parce qu'il n'y a pas d'impact, parce que le corps est porté par l'eau. Donc la nage, c'est vraiment très très chouette. Au-delà d'un sport, la méditation, la respiration, c'est hyper important pour ouvrir la cage thoracique, faire de la place pour bébé et calmer le système nerveux parce qu'on sait aujourd'hui que la pire des choses qu'on puisse faire à son fœtus et à son enfant, c'est le stress. C'est le Mhm. stress. Et donc, la méditation, c'est très bien, la respiration aussi, et l'activité physique permet de diminuer le stress. Ensuite, il y a plein d'autres choses, hein. Moi, j'ai fait de la danse, j'ai aussi fait du pole dance. On m'a payé un cours de pole dance, j'y suis allée à 5 mois. La prof a fait peut-être pas possible quand je suis arrivée, mais bon, voilà, moi, je suis sportive, donc je l'ai testé et ça s'est très bien passé. On peut faire un peu de pilates sans trop forcer non plus sur le centre du corps. On peut faire de la gym douce. La marche, c'est très bien, ça aide à entretenir le système cardiovasculaire. Il y a énormément de choses. Je pense que je pense pas à tout. Alors, vous lancez pas dans Qu'est-ce de l'équitation, du saut d'obstacle en prénatal, c'est sûr, ou dans de la course à pied si vous en faites pas. Mais si vous êtes déjà coureuse, vous pouvez continuer, peut-être adapter. La course à pied, Non, tu c'est dirais OK. c'est OK de continuer. Ouais, alors c'est OK, pareil, avec un avis médical qui dit que c'est OK. Et Hmm. si on est déjà coureuse, pas commencer à courir Yeah. quand on est enceinte alors qu'on n'en faisait pas avant. Par exemple, moi, je suis coureuse, j'adore courir, Hmm. mais j'ai couru les premiers mois de grossesse et j'étais pas à l'aise. Je sais pas, je l'ai pas senti, donc j'ai arrêté la course à pied. Hmm. Ça, c'est l'écoute. Par contre, j'ai continué d'autres choses qui peuvent paraître beaucoup plus traumatiques, comme le kite, à sauter. Et pourtant, j'étais à l'aise et j'avais pas du tout cette sensation de pesanteur sur le plancher pelvien que j'ai ressenti avec la course à pied. Donc en fait, c'est vraiment c'est du cas par cas. Mais ne pas hésiter à poser la question à son médecin, à sa sage-femme, et de se faire accompagner par des éducateurs sportifs dans chaque domaine de compétences différents. On va revenir sur l'aspect concret du congé maternité, euh, sur les aides justement, enfin les aides ou les indemnités. Peux-tu nous dire justement quel type d'indemnité tu as eu pour ta grossesse et à peu près le Ouais, bien montant sûr. si tu peux. Alors, la toute première que j'ai eue, c'est de la part de la CAF. J'ai eu le droit, c'était une belle surprise d'ailleurs, à une indemnité de. Alors, c'est pas une indemnité, c'est une prime, pardon, à la maternité Mhm. d'un montant de 1 000 € de la part de la D'accord. CAF qui m'a fait verser le 7e mois. Ok. Donc, ça a été la toute première indemnité. Ensuite, ça a été de la part de la CPM. On a le droit, en tant que chef d'entreprise, à une allocation forfaitaire et des indemnités journalières. Alors, ça se passe de la manière suivante. L'allocation forfaitaire, elle est versée en 2 fois. La première partie au début du congé maternité et la deuxième moitié à la fin du congé maternité. C'est plafonné, j'ai pas les montants exacts, je crois que ça doit être dans Ah, les 4 000 € en tout c'est et ça, ça hein. dépend de nos revenus. C'est Voilà. ça. L'allocation forfaitaire, elle est à 4 000 €, donc versée en deux fois, c'est-à-dire tu as eu 2 000 € une fois et 2 000 € une autre fois. Ouais, alors étant donné qu'il y a un calcul qui est fait, je pense, par rapport aux revenus, moi j'ai eu 1 900 € et 1 900 €, mais on n'est vraiment pas loin du compte, hein. D'accord. Et ensuite, il y a l'indemnité journalière, qui elle est en fonction Ouais, de tes revenus. ouais, ouais, ouais. J'ai des petites histoires par rapport à ça, mais ouais, moi j'ai eu une soixantaine d'euros par jour D'accord. tout au long de mon congé maternité. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais étant donné que je suis salariée et auto-entrepreneur, je suis quand même un cas particulier. Et en fait, pour calculer, si vous avez envie de savoir combien vous allez toucher, parce que c'est quand même important de prévenir tout ça, de savoir à l'avance combien on va toucher pour voir venir financièrement notre avenir sur le congé maternité, il y a un simulateur qui est fait pour ça sur votre compte Amélie. Mais ce simulateur, il n'est pas adapté pour ceux qui ont le double statut, comme moi. Donc, j'ai pas pu faire ma simulation. Et donc, j'ai appelé par 3 fois, je crois, la CPM pour avoir des réponses et personne n'a jamais su me répondre en me disant combien j'allais avoir. Et donc, au début, je ne savais pas si j'allais avoir 4 euros, 60 euros. J'avais vraiment pas du tout de fourchette et je ne savais pas quel était le minimum. D'accord. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec la CPAM le lendemain de mon atterrissage en métropole
où j'ai rencontré une dame sur place, mais qui n'a pas su me dire non plus. Heureusement que j'avais fait beaucoup de recherches pendant que j'étais encore dans les Caraïbes, où j'ai fini par trouver qu'en fait, il y avait un calcul qui était fait. On va gagner à peu près, il faut avoir déclaré minimum 10% du plafond de la sécurité sociale qui est fixé par l'État chaque Ouais. année. Par exemple, pour l'année 2025, donc ce qui était mon cas, ce plafond s'élevait à 46 000 euros. C'est-à-dire qu'il fallait avoir déclaré Environ 4 minimum 000 euros. 4 600 euros pour Mm. avoir le droit à la totalité du congé maternité auto-entrepreneur. Ce qui était mon cas, j'avais déclaré plus de 4 600 euros sur les 3 dernières années, hein. C'est une moyenne sur les Ouais. 3 dernières années. Et donc, je ne savais pas ce qui allait en être par rapport à mon statut salarié, mais je savais que déjà, avec mes revenus d'auto-entrepreneur, j'allais avoir l'intégralité de mon congé maternité. Donc, ça m'a Mm. vachement rassurée. Donc, ce qui est bien, c'est de savoir quel est ce montant fixé par la sécurité, enfin, fixé par l'État, ce plafond de la Ouais. sécurité sociale. Et de bien avoir déclaré vos revenus, bien sûr, les 3 dernières années. C'est hyper important parce qu'une fois que vous avez tout déclaré, bah, vous avez le droit à la totalité de vos congés maternité qui est quand même très intéressant. Ouais. Donc, comme tu expliques là, des fois pour trouver des informations et pourtant on voit que tu as fait une démarche, tu avais des démarches très proactives, que tu prenais des rendez-vous, mais malgré cela, tu as eu parfois des difficultés à trouver des informations. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés? Non, pas en soi. Non, c'était vraiment le fait de trouver les montants. C'est cette espèce de no man's land qu'il y a dans le statut salarié auto-entrepreneur que même les techniciens, on me dit, vous allez avoir un technicien en téléphone, ne maîtrisent pas. Ils n'ont pas le simulateur, ils n'ont pas les Hmm. outils pour savoir sur un calcul qui est fait. En fait, j'ai jamais vraiment su le fin mot de l'histoire de à quel moment mon statut de salarié est intervenu dans mon congé maternité. Tout ce que je sais, c'est que ben, c'est mes déclarations faites chaque année de manière régulière, voilà, de mes revenus d'auto-entrepreneur qui font que j'ai eu ce congé maternité. Mais je Hmm. saurais vraiment jamais ce qu'il en était du côté salarié. Voilà, ça a D'accord. juste été ça. Après, en vrai, le carnet est bien fait. Une fois qu'on Hmm. a cette information qu'on vous donner, on est quand même assez serein. Est-ce que tu trouves que c'est suffisant d'un point de vue strictement financier? Alors, d'un point de vue strictement financier, ça va vraiment dépendre de nos revenus à nous et de notre niveau de vie. Moi, Mhm. par rapport à mes revenus habituels, si j'avais travaillé l'été dernier plutôt que d'être en congé maternité, j'ai eu une petite perte de revenus. C'est Ouais. sûr, je gagne plus en travaillant. Hmm. Mais c'était pas non plus énorme. J'ai pas des très très gros revenus. Je vis bien l'année, mais voilà, c'est pas énorme. Donc, Hmm. je trouve que c'était très bien. À contrario, si une personne a des très gros revenus, après bon, on est quand même plafonné en auto-entrepreneur, hein, mais si elle a des Hmm. revenus beaucoup plus importants que les miens, je pense que voilà, la perte, le manque à gagner est peut-être un peu plus important. Bon, Ouais. c'était pas mon. Et au niveau de la durée, donc en tout cas jusqu'en 2025, le congé maternité, c'était 8 semaines, 2 semaines en prénatal et 6 semaines obligatoires ensuite. Est-ce que tu trouves que cette durée, c'était suffisant, en tout cas pour toi, hein, vraiment, dans ton cas à toi, est-ce que c'était suffisant, les 8 semaines? Euh, alors, les 8 semaines, de toute façon, c'est le minimum obligatoire pour avoir droit à son congé maternité. Hmm. En prénatal, oui. Ouais. Oui, parce que j'étais pas, je pouvais continuer à travailler sans problème, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, Hmm. heureusement qu'il peut y avoir des arrêts maladie au cas où. En post-natal, c'était beaucoup trop court. Ouais. Honnêtement, ça va beaucoup trop vite. C'est au bout de 2 mois et demi, il faut retourner travailler et alors qu'on vient de rencontrer son enfant et qu'il faut déjà le passer à d'autres personnes, leur passer la garde de ce petit être qui vient de naître, qui vient de sortir de votre corps, que vous avez couvé pendant 9 mois. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent de remettre mon enfant à quelqu'un d'autre pour qu'il le garde à ma place euh, et de retourner aussi vite au travail. J'en parlais tout à l'heure. Cette matrescence, le fait de ne plus avoir de cerveau, ça dure longtemps. Moi, j'ai accouché il y a Mhm. 6 mois. J'ai pas l'impression d'avoir récupéré 100% de mes neurones, on peut être d'accord. Et c'est très dur d'être productif, proactif, surtout quand on est auto-entrepreneur. Je pense que toutes les auto-entrepreneuses là, qui nous écoutent, elles savent qu'elles ont leur corps de métier et elles ont tout l'à côté. C'est-à-dire Eh quand on est oui. chef d'entreprise et qu'on n'a pas tout l'accompagnement ou les finances pour payer des gens pour faire tout à notre place, ben on va tout faire.
la Mm. compta, la gestion des finances, la création des supports de communication, la promotion, la vente, le suivi de clientèle, la fidélisation, le développement du site web et j'en passe. Il y a un nombre incalculable de tâches à faire. Et donc, il faut faire tout ça en ne dormant pas la nuit. Des gens qui ont une chance extraordinaire. Il y en a quelques-uns sur cette planète, je vous dis tout de suite, on est tous très jalouses, qui ont des enfants qui font très vite leur nuit, mais c'est pas le cas les premiers mois généralement, et voire les premières années pour les Mhm. moins chanceuses d'entre nous. Donc on ne dort pas, donc il y a une fatigue de fond qui s'installe et qui se creuse au fur et à mesure. En plus, on met notre enfant dans un mode de garde plus ou moins collectif qui fait que ben, il va faire son immunité, il va avoir ses premières maladies, donc il dort encore moins la nuit. Et on doit gérer ça, une reprise de son activité qui est pluridisciplinaire, avec une énorme charge mentale parce que c'est notre entreprise, et bah, gérer ce petit être qui vous prend absolument tout votre temps libre et tout votre sommeil. Et c'est Mm. extraordinaire, attention, je ne dis pas ça, mais c'est beaucoup trop rapide. On n'est pas les Ouais, pires au monde en termes de congé maternité, faut le dire, oui, c'est important. Mais on n'est pas les meilleurs non plus. Clairement, Romaric est en Suède et on en a parlé. Je jalouse énormément Romaric aussi et sa femme. Ils ont des congés dans les pays nordiques qui sont beaucoup plus avant-gardistes que nous là-dessus, qui sont plus longs et donc c'est vrai beaucoup qu'ils sont plus plus longs. respectueux du rythme biologique de la Mm. maman et du bébé. Il y a une injonction qui dit qu'il faudrait allaiter. Aujourd'hui, en tout cas, c'est recommandé par l'OMS d'allaiter son enfant minimum 6 mois. Mhm. Allaiter son enfant en étant au travail, bonne Pendant chance. qu'il est à la crèche aussi, oui, c'est vrai que techniquement, c'est pas possible. C'est extrêmement compliqué. Mm. Ouais, ouais, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est trop court, c'est trop court, c'est beaucoup trop court. Ouais. Moi, j'admets que le jour où je suis arrivée devant la crèche, et j'ai mis mon enfant à la crèche à 3 mois et demi. Je me suis débrouillée pendant un mois financièrement avec ben, mon tapis à moi financier de sécurité que j'avais de côté pour pas le mettre à 2 mois et demi. Mais à 3 mois et demi, je me suis effondrée en arrivant devant la crèche. C'est très, Ouais. très dur psychologiquement de faire cette passation après une rencontre qui a été aussi courte. Ouais. Et quand même, bonne nouvelle, c'est vrai que là, tu l'expliques, hein, ça a été bah, toi, c'est 3 mois et demi, donc tu as poussé un peu. Mais très bonne nouvelle là, pour les parents ou les futurs parents dès 2026, il y a un nouveau congé qui s'appelle le congé de naissance, qui va permettre de rallonger cette durée des congés paternité ou maternité de 1 à 2 mois par parent. C'est une très bonne nouvelle. Bon, pour toi, il arrive un poil trop tard, quelques mois trop tard. Euh, mais ça reste une superbe nouvelle pour les futurs parents, même si, comme tu le disais, hein, ça reste moins que dans certains pays. Ça reste quand même une superbe nouvelle de pouvoir penser que chaque parent pourra avoir 2 mois de plus après la naissance du bébé. Euh, Hormis tout ça, justement, c'est passé vite, hein, tu viens de l'expliquer, c'est passé très vite, 3 mois et demi, il retourne il part à la crèche. Est-ce que justement, tu as quand même eu le temps de penser au travail ou est-ce que, enfin, je sais que tu es très proactive, hein, on l'entend encore aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu des moments où justement tu n'as pas réussi à couper et que même si tu avais ton enfant avec toi, tu commençais déjà à te projeter sur ta carrière? Pas le choix. Mais ouais, tout Hmm. à fait. En prénatal, autant dans cette période de flottement, j'ai complètement déconnecté et tout laissé de côté. Et c'était très important. Mais en post-natal, ça va vite. 2 mois et demi, c'est Ouais. très très court. Euh, et en fait, comme je le disais, j'étais salariée dans les Caraïbes l'hiver et l'été, donc ici en métropole, à travailler en auto-entrepreneuriat. On a décidé, pour que ce soit plus simple pour le bébé, le mode de garde, de rester en métropole. Et donc, là où je suis, on est très tributaire de la saisonnalité, donc dans l'emploi aussi, donc pas de contrat salarié possible. Donc pour moi, il a fallu que je mette en place une activité d'auto-entrepreneur qui n'existait pas encore sur place pour la période hivernale. Et donc, pour faire ça, Hmm. bah, c'est une toute nouvelle création d'entreprise. Alors, je ne parle pas du statut, mais du concept, de sa thématique, de tout, de sa communication, de son logo, de son essence, de tout. Et donc, j'ai commencé à y réfléchir sur le postpartum très, très tôt. Qu'est-ce que je Hmm. fais? Comment je le fais? Comment je le mets en place? Donc, j'ai créé un projet de A à Z, mais il a fallu le mettre en place. Donc, voilà, j'ai créé
le logo, les supports de communication, tout le fond du projet, le développement d'un site internet. J'ai de la chance d'avoir un ami développeur qui a été très chouette, qui a fait ça avec moi. Mais voilà, en fait, j'étais obligée de travailler pendant mon postpartum, alors que j'avais qu'une envie, c'était d'être 100% dans la rencontre avec mon bébé, passer tout mon temps avec lui, dormir quand il dormait. Euh, Enfin voilà, juste profiter de la vie, profiter Mhm. de ce moment incroyable qui est très court, mais j'ai pas vraiment pu. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'épuiser déjà dans mon postpartum. Les moments où mon bébé dormait, je travaillais. Les moments où j'avais un relais de la famille ou de mon chéri, c'était pour travailler sur mon projet. Et le dernier D'accord. mois que j'ai réussi à prendre en plus pour être avec mon fils, mais je travaillais aussi. Et je travaillais tard le soir quand il dormait. Donc voilà, ça va vite. Mais ouais, j'ai été obligée de reconnecter très rapidement parce que j'ai repris et à 100%, à temps plein directement, parce que financièrement, j'avais vraiment pas le choix. Il fallait que je mette en place une activité très vite. Et ouais, et là, ça recolle un peu les infos avec la précédente interview qu'on avait fait ensemble, où tu expliques que voilà, pendant l'été, tu es micro-entrepreneur, et là, donc, à la sortie du congé maternité, tu étais sur une période où d'habitude, tu pars en saison, tu vas, bah, comme tu expliquais, tu avais été aux Caraïbes l'hiver dernier, et donc là, tu arrivé sur une période où normalement, tu jongles avec le salariat, sauf que là, tu ne partais pas. Tu restais sur la zone géographique où d'habitude tu fais de la micro-entreprise, mais donc sans spécialement avoir de plan pour l'hiver. Est-ce que tu as commencé à douter, peut-être de devoir changer complètement de plan, peut-être fermer, enfin pas fermer la micro-entreprise, mais en tout cas chercher un job salarié près d'où tu habites? Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. J'y ai beaucoup, beaucoup pensé parce que c'est vrai que quand un bébé arrive à la maison, il y a une sécurité financière qui est primordiale à avoir c'est un peu le monde à l'envers, mais pour le mode de garde. Il faut repartir au travail, mais il faut dépenser de l'argent pour faire garder son enfant. Ça coûte un peu d'argent, enfin, un enfant en bas âge, comme on ne peut pas l'allaiter, il faut payer le lait. Bon, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc forcément, et pas que moi, avec tout mon cercle d'amis autour de moi, il y a beaucoup d'auto-entrepreneuses ici. On se pose régulièrement la question, quand on a des enfants, est-ce que ce serait pas plus facile de repartir dans du 100% salariat? Est-ce que ce serait Mhm. pas vraiment la solution idéale pour se décharger mentalement? Arriver au travail, avoir des horaires fixes, avoir des congés fixes qui sont rémunérés, des arrêts maladie faciles. Enfin, vraiment, c'est la solution de facilité, je pense, chez beaucoup d'auto-entrepreneuses, maman ou pas maman, hein. Ouais. Dès que l'auto-entreprise devient un peu difficile, dès qu'on est dans des périodes de creux, dès qu'on est dans des périodes de doute, c'est-à-dire une fois tous les mois quand on est en SPM. Et enfin, voilà, il y a beaucoup de périodes d'insécurité émotionnelle qui font qu'on a envie régulièrement de retourner du côté salariat. Et en même temps, on a fait ce choix parce qu'on a une activité qui nous plaît. Généralement, c'est pour ça, parce que c'est un cœur d'activité qui est le nôtre, qu'on a envie de garder et qui nous plaît. Et puis que ça nous laisse aussi, malgré cette charge mentale, tout ce travail et cette insécurité financière, ça nous permet quand même d'avoir une liberté. Et cette liberté, elle est hyper importante quand on devient maman. Donc voilà, il faut faire le tri entre tout ça et savoir où est tout le positif, où est le négatif, recouper et voir où est le mieux. Des fois, on n'a vraiment pas de solution. Je pense qu'il y a des mamans qui vont être obligées de trouver un Mhm. contrat salarié. Moi, en vrai, j'ai cherché, hein, j'ai quand même cherché, mais je suis dans une zone géographique où des contrats salariés en CDD, il n'y en a pas ici l'hiver. L'hiver, c'est très, très calme. Et des CDI, c'est d'une rareté extrême. Mhm. Donc voilà, je n'ai pas envie d'être en CDI parce que j'aime beaucoup mon activité estivale. Donc voilà, le choix s'est fait à un moment donné et il a fallu sortir son huile de coude et créer quelque chose, de le sortir de terre, le faire vivre et puis donner de l'énergie à un moment donné où on n'en a pas tant. Mais ça, Ouais. il y a un truc qui est dingue chez la femme, je pense, en termes d'énergie, c'est l'instinct maternel. C'est que même quand on se dit, oh, non mais là, pas de sommeil, on est tous malades, il y a tout ça à faire, et on y arrive. En fait, des fois, on se dit, on n'y arrivera pas, mais il y a une force qui nous pousse, qui fait que, bon, si on en a vraiment envie, on y arrive. Mais faut pas hésiter, attention, et je tiens à le préciser, à se faire accompagner, à demander un maximum d'aide de son entourage. Et si on sent qu'on flanche un peu sur un état psychique un peu plus lourd, pas hésiter à se faire accompagner aussi, parce que je pense que dans notre cas de figure, la dépression postpartum,
en France, qui n'est pas des moindres, elle est quand même à peu près de 15-20%. C'est pas le taux le plus haut, mais c'est pas le plus bas non plus en Europe. C'est pas Mhm. pour rien. Le retour au travail rapide est très difficile, surtout pour les auto-entrepreneuses. Euh, il faut pas hésiter à se faire accompagner, il faut pas hésiter à en parler parce que bah, ça donne beaucoup de force pour traverser cette suite de la matrescence et ce retour au travail qui est plutôt rapide. Ouais. Justement, tu as été accompagné par des professionnels euh, durant cette période? Alors, pas le post-natal, non, j'en ai pas ressenti le besoin parce que moi, j'avais vachement préparé mon post-natal. Mm. Euh, de ma formation pré-postnatale chez Bernadette de Gasquet en yoga, elle a fait beaucoup d'études anthropologiques qui expliquaient pourquoi certains pays avaient beaucoup moins de dépression postpartum et c'était de par l'accompagnement familial en postpartum de la maman pour qu'elle puisse, la maman, avoir tout son temps disponible pour profiter de son bébé, pour l'allaiter, pour dormir, pour se reposer. C'est un peu ce qu'on appelle le mois d'or. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc les mamans, les sœurs, les tatas viennent en présence, pas pour profiter du bébé et vous le prendre et pour que vous leur fassiez à manger et que vous les logiez, mais pour venir prendre soin de vous, vous masser, vous faire des bouillons, parce qu'on dit que manger des bouillons, c'est très bon, pour vous prendre un peu bébé quand vous avez besoin de dormir, pour vous le donner quand il a besoin de prendre le sein. Voilà, donc moi j'avais préparé ça, donc j'ai eu beaucoup de chance, la famille a répondu présente sur le postpartum immédiat. Donc, j'ai eu de la famille qui se sont logés pas loin de chez moi pour que je puisse avoir mon espace avec mon bébé. Et donc, j'ai Mhm. pu vraiment me reposer. Donc, un postpartum bien anticipé, prévu, c'est top. On peut avoir peur de se dire que la famille, ça va nous prendre de l'énergie, mais si c'est bien communiqué en leur disant, j'ai besoin d'aide pour qu'on m'aide aux tâches ménagères à la maison, pour qu'on m'aide à Ouais. faire mes courses, qu'on m'aide à me faire à manger, à me relayer un peu avec bébé pour que je puisse dormir et pas pour venir uniquement profiter de vous, euh, c'est hyper, euh, c'est hyper chouette. Moi, ça a Ouais. très bien marché et je me suis sentie hyper à l'aise dans le postpartum grâce à ça, c'est sûr et certain. Et donc, cette transition, 3 mois et demi, ton fils passe ses premiers jours à la crèche. Toi, tu redeviens, Justine, l'entrepreneur. Est-ce que Ouais. très vite, tu as réussi à lancer ce fameux projet? D'ailleurs, on n'a pas encore évoqué ce fameux projet sur lequel tu avais planché pendant ces semaines. Euh, alors, si je me souviens, ce projet s'appelle FLF Woman Crew. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi il consiste et comment tu l'as, justement, comment tu l'as amené sur le terrain en réalité? Alors, bah ça, je l'appelle la deuxième naissance de mon année 2025. J'ai eu mon fils, c'est la naissance du FLF. Donc, c'est un projet que j'ai mûri à la fin de ma grossesse et surtout après dans le postpartum, un projet pensé par une femme pour les femmes. Et donc, ça vient pas de nulle part. Le fait d'être devenue maman, ça a énormément joué. Donc, Mhm, dans mon auto-entrepreneuriat, je m'étais vachement centrée les dernières années sur le yoga, sachant que je suis coach sportif à la base. Et j'ai eu envie de revenir dans le sport, donc de retourner dans le coaching sportif, mais autrement, pas en salle de sport et uniquement pour les femmes. Un projet vraiment 100% féminin. Donc le mhm, FLF Women Crew, ça veut dire Fuck la flemme Women Crew. C'est une communauté sportive féminine qui est 100% outdoor sur la commune où je travaille, à Lacano, qui est pensée vraiment pour les femmes. C'est du sport bien-être, du sport santé, comme ça peut être du sport challenge si c'est voulu, si adapté. Il y a des options pour toutes les femmes, qu'elles soient débutantes ou expertes, pour tous les âges, de 18 à 90 plus. Il y a des cours différents pour tout le monde. Il y en a qui sont adaptés au prénatal, d'autres au postnatal. Pour les personnes qui sont en situation de ménopause, préménopause, mais aussi pour les femmes très sportives. Il y en a vraiment pour tout le monde, avec mhm, des formules d'abonnement hyper adaptées au cas où l'enfant tombe malade, si on a un enfant, au cas où on a un SPM ou une période de menstruation difficile ou douloureuse. Voilà, c'est un projet qui est pensé pour les femmes, pour leur bien-être, qui est accessible autant financièrement aussi, c'est très important que le sport santé soit accessible à tout le monde, mhm. financièrement que physiquement. Donc voilà, j'ai monté ça, c'est comme une salle de sport, mais elle est dématérialisée puisqu'elle est en itinérance en extérieur et c'est du coup à l'année sur la Cano. Et tu as lancé ça en plein hiver.
Ouais. C'est très particulier parce que justement, c'est plus la période où certains sportifs vont aller se mettre à l'intérieur. Et donc, toi, le message que tu veux faire passer aussi, c'est qu'on peut faire du sport dehors à n'importe quelle période de l'année. Fuck la flemme. C'est exactement pourquoi ça porte ce nom. C'est que quelle que soit la période de l'année, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on arrête, qu'on se met en cocon à l'intérieur de chez soi, qu'on sort plus ou qu'on aille faire du sport que enfermé. Parce que le problème, c'est que du coup, on se coupe de la vitamine D, du soleil, parce qu'il y a beau avoir des nuages, les UV passent quand même. Et nous, pareil, enfin, on vit quand même dans une région qui est exceptionnelle, hein. On est en bord de mer, on a des énormes forêts de pins, on a un bord de lac. Et donc, le but, c'est quand même de profiter de tout l'environnement qui est autour de nous à l'année. Et j'ai eu pas mal de réticentes au début. J'ai eu des femmes qui ont été très intéressées, qui se sont inscrites tout de suite, et d'autres qui étaient réticentes, qui au fur et à mesure viennent s'inscrire en se disant, mais en fait, c'est extraordinaire. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on est en t-shirt, voire brassière, avec son petit rayon de soleil, en train de pratiquer son sport en plein mois de décembre, janvier. Est-ce que ça a bien pris justement? Parce que bon, là, ça a l'air, tu sembles avoir déjà tes premières clients, donc le travail en amont, ça a payé. Ouais, alors c'est un lancement d'entreprise, donc forcément on échelonne sur ses objectifs. Le premier Mhm, mois, je m'étais dit, ça serait bien que j'ai autant d'abonnés, le deuxième autant, et je savais là on est quand même dans un lancement qui est sur la période la plus hostile. Voilà, on est dans un lieu où il y a pas mal de personnes, il y a un flux sortant de personnes l'hiver. ouais. Pas de touristes, beaucoup de saisonniers qui s'en vont. Il y a des gens qui vivent ici à l'année, mais quand même beaucoup moins. Mhm, L'été et l'intersaison, il y a énormément de monde. Donc, mon objectif n'était pas fixé très très haut au début. Et bon, voilà, je savais qu'il y aurait un lancement progressif, même si je me lançais en temps plein. mhm, Le tout, c'est de valider ces créneaux, même à une ou deux personnes au début, pour montrer la fiabilité du projet et notre présence, coûte que coûte, pour celles qui se sont inscrites et qui ont cru en nous. mhm. Faut dire, le premier mois, j'ai eu 10 abonnés, plus des personnes qui prennent en plus à la séance. Je trouve ça déjà génial pour un lancement. Et Ouais. là, au fur et à mesure, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ben, moi, j'arrive au mois de mars, moi, j'arrive au mois d'avril, parce qu'elles sont de loin, elles voient ce qui se développe sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet aussi qui a été mis en Excellent. place. Et voilà, je vais passer aussi dans la Gazette locale, on parle de moi. Donc, non, non, c'est très chouette, ça va se lancer au fur et à mesure. Et Mhm, puis, j'ai mon activité yoga qui va reprendre dès le mois d'avril et mes retraites aussi, parce que j'ai créé toutes ces retraites pendant mon postpartum aussi. Donc là, ouais. j'ai déjà deux retraites qui sont prévues pour le mois de mars et le mois de mai, qui sont quasiment pleines. Donc voilà, j'ai tout ça, j'ai tous ces projets d'à côté. Donc, je sais que j'ai une période de disette qui est hivernale. Le temps que mon projet se lance, ensuite, je rentre dans tous ces projets. Je garde du FLF plus le yoga, donc je vais scinder mes journées, plus les retraites de yoga. Donc voilà, je me remets progressivement dans tout ça, donc ça va se faire au fur et à mesure. Et le FLF, bon, voilà, c'est un bébé qui est censé faire effet boule de neige. Là, tu as quand même beaucoup plus de temps pour ton fils que si tu étais salarié ou si tu avais une activité de micro-entrepreneur qui te prenait toute la journée. Ouais, alors en salarié, c'est sûr que avec les horaires de ce que j'avais un peu trouvé au moment où j'ai failli partir vers le salariat complètement, j'aurais difficilement pu amener mon fils et le récupérer à la crèche moi-même. Et donc ça, je voulais pas du tout. Et alors, on n'a pas le choix. Il faut savoir aussi quand on demande, on fait nos demandes longtemps à l'avance pour un mode de garde, c'est à savoir une crèche ou une assistante maternelle. Ouais. Pour avoir facilement une place, il faut demander un temps plein. Alors, on Ah. peut demander un mi-temps, mais on ne sera pas prioritaire. Et dans les zones tendues, un peu comme ici, il faut demander un temps plein. Je ne savais pas encore exactement, je ne savais même pas du tout quel allait être mon projet de l'hiver, que je devais déjà demander un temps plein pour être sûre d'avoir une place pour mon fils. Donc, mon Mhm. fils est en temps plein, un mode de garde. Par contre, je m'étais dit, bon, ben voilà, je lance mon projet, c'est aussi un temps plein, j'ai l'équivalent allez, un 30 heures semaine. Bon, bah, il y a tout le travail d'à côté aussi. Eh oui. Mais par contre, les horaires, je vais les adapter. Tel jour, c'est moi qui vais pouvoir aller chercher mon fils, mais plus tôt, je ne vais pas le récupérer à la fin de sa journée de crèche, je vais aller le chercher à 15 heures aujourd'hui. Mhm. Ce jour-là, je ne travaille pas le matin, bah, je ne le pose pas le matin, je profite de lui. Voilà, après, des fois, il y a des annulations de cours pour l'instant encore quand il n'y a personne. Bon, bah, je profite pour aller chercher mon fils plus tôt. L'objectif, de toute façon, de ma vie aujourd'hui en tant que maman et auto-entrepreneuse, c'est d'avoir du temps pour mon enfant. C'est vraiment de passer un maximum de temps avec lui. Donc c'est pour ça que c'est aussi hyper important et c'est très bien qu'on avance, qu'on est en progrès en France sur un congé plus long, parce que plus on a de temps, plus on est serein, plus on est bien, plus on transmet ça à notre enfant, parce que clairement, il absorbe, c'est une éponge, tout ce qui se passe à la maison. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Déjà, je le ferai ou en 2026 ou j'aménagerai en Suède avant. Non, pas forcément, mais... euh, bah,
Dans l'idéal, bah, ce qui est chouette maintenant, c'est que je sais que je peux avoir 2 mois de plus. Donc, Hmm. moi, c'est sûr et certain que je les prends. Et je sais que mon compagnon, ce sera pareil, sûr et certain. Objectif, passer le plus de temps possible avec son enfant, sa famille et prolonger cette rencontre qui est innommable. Et cette rencontre avec l'amour inconditionnel. Donc, vraiment, se baigner dedans et en profiter un maximum. Ouais, Hmm. c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais faire de différemment? Bon, bah, maintenant, j'ai mon fonds d'activité d'auto-entrepreneur à l'année. Ouais. Donc voilà, c'est déjà différent, j'ai envie de dire. Et si ça fonctionne, pourquoi pas mettre une remplaçante qui fait que je pourrais quand même avoir une petite rentrée d'argent Hmm. euh, pendant une période de off plus longue derrière bah, ces 4 mois postpartum pour profiter encore plus. L'idéal, ce serait ça, c'est que l'activité puisse continuer avec bah, des personnes, des prestataires qui travaillent pour Ouais. moi et que je puisse prolonger, voilà, parce que je trouve que voilà, le travail c'est bien, même si c'est notre passion, c'est génial, mais il n'y a rien de plus important que sa famille, que ses enfants, voilà. Après, je pense aussi que c'est important de reprendre son activité à un moment donné. Je pense qu'il y a des femmes qui vont m'entendre, qui vont me dire, oh, non mais moi, au bout de 2 mois, il faut que je reprenne le travail, je peux pas rester Oui. enfermée avec mon enfant. Et bien Mhm. sûr, et c'est normal. Enfin, tout le monde n'est Ouais. pas fait pour ça, mais voilà, en tout cas, si on en a besoin, essayer d'aménager au maximum pour que ça puisse être possible. Ouais. D'accord. On va arriver à la dernière question de cette interview, Justine. Euh, Tu as déjà donné plein de clés aux futures mamans qui sont entrepreneurs, mais si tu devais donner un conseil à une femme entrepreneur qui va être maman, lequel ce serait? C'est facile à dire, mais je dirais de ne pas stresser si elle a fait, en tout cas, toutes ces démarches comment dire, de déclaration de ses revenus sur les 3 dernières années sans souci, de vraiment pas stresser, de se décharger mentalement un maximum parce qu'elle aura de toute façon cet accompagnement financier qui est bien fait. En France, on a vraiment beaucoup de chance par rapport à ça, c'est bien rémunéré. Mais j'ai quand même un deuxième conseil qui est hyper important parce que ça, c'est un côté qui est très Mhm. pragmatique, qui est financier, celui de se faire entourer, en tout cas quand c'est possible, en postpartum, comme moi je l'ai fait, ça a été vraiment salvateur. Ça m'a donné du temps pour relancer mon activité derrière et me reposer et voilà, faire ça bien. Et même si j'avais pas beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas encore ces 2 mois supplémentaires, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de le faire avec le moins de charge mentale possible et tout en continuant à profiter de mon bébé. Vraiment se faire accompagner et ne pas hésiter à se faire accompagner aussi professionnellement si on en a besoin. C'est tout à fait naturel et aussi salvateur. Voilà, c'est les conseils que je pourrais donner. Il y en a plein d'autres, mais bon, chaque cas est assez individuel et chacune vivra les choses à sa manière de toute façon. Je pensais que tu allais dire faites du kitesurf, lancez-vous, prenez la vague. Mais Déjà, nager, aller dans l'eau, ça vous permet de vous alléger sur le dernier mois de grossesse, vraiment se mettre dans l'eau, ça fait un bien fou. C'est vraiment le seul endroit où vous faites plus 10 kilos de plus, parfois 15, parfois 20. Après, il y a aussi, voilà, il y a des outils qui sont hyper chouettes, qui vous permettent d'avoir bah, les bonnes directions, comme bah, regarder ce podcast, ça peut vous donner, bon, on est parti sur plein de choses aussi personnelles, mais beaucoup d'indicateurs. Le portail de l'auto-entrepreneur a toute une communauté, en plus de ces podcasts, où on répond à vos questions. Les gens qui sont accompagnés par ce portail peuvent appeler à tout moment, avoir des conseillers aussi pour bah, tout à voilà, fait. vous aider dans toutes ces démarches. Moi, j'avais imprimé mon carnet maternité dont je vous ai parlé, mais j'ai aussi tenu ce carnet avec tous les papiers, santé, tout ça. Donc, parce qu'on n'a plus de cerveau, vraiment, les filles. On n'a plus de cerveau pendant, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas récupéré. Ça va revenir, on nous dit. Mais en tout cas, j'avais un carnet comme ça, moi, même si j'oubliais, même si je faisais le poisson rouge, je revenais, c'est rangé par date. Voilà, il faut que ce soit facile parce que voilà, c'est un moment, comme j'ai dit, de flottement. Au moment où il y a un truc à classer, classez-le. Ça décharge et quand vous avez besoin d'y revenir, revenez-y. Mais ouais, facilitez-vous la vie en tout cas, faites ça. Je pense que c'est pas le mal. Et juste respecter les dates de déclaration pour pas vous retrouver dans voilà, des situations un peu embêtantes. Mais juste vous respectez ça. Mais de toute façon, les médecins et la CPM vous accompagnent super bien. Ça se passe bien et surtout, le plus important, c'est de profiter de la rencontre avec l'enfant. Voilà, eh bien, un super dernier message, profitez pour les futures mamans.
Pour le côté pratique, on va vous mettre les ressources dans les commentaires ou dans la description de l'épisode, avec notamment un article qui explique toutes les démarches à effectuer si vous attendez un enfant. Justine, on te retrouve à Lacano pour toutes les femmes qui sont dans la région. N'hésitez pas à aller rencontrer Justine et puis à faire un peu de sport avec elle. Merci beaucoup pour d'être passé de nouveau dans le podcast Auto-entrepreneur, Justine. À très bientôt. Merci à toi, Romaric. Et puis, bon courage à toutes, belle rencontre à toutes. Profitez bien de cette belle période de vie. Et à bientôt, peut-être pour un futur podcast. Merci au portail de l'auto-entrepreneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été utile. À vous qui êtes maman ou qui allez le devenir, Justine a donné plein de conseils, notamment sur son organisation, comment faire les démarches administratives et comment relancer un projet après un congé maternité. Si comme Justine, vous souhaitez devenir micro-entrepreneur, le portail Auto-entrepreneur est là pour vous accompagner dans vos démarches de création. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Auto-entrepreneur, mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.